les membres du conseil d'administration nous rejoignent. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus assister à cette première assemblée générale statutaire de l'association Albert sans frontières. Vous le savez, il y a juste un peu plus d'1 an que nous avons créé cette association. Nos statuts prévoient que tous les ans doit être tenue une assemblée générale dans laquelle on va rendre compte de ce que nous avons fait et également d'évoquer avec vous les perspectives d'action compte tenu de la situation un peu particulière qui se présente à nous. Alors, le temps que les scrutateurs de l'entrée nous rejoignent, donc le programme de ce soir, on va essayer d'être relativement bref, parce que tant que les travaux d'adaptation climatique de la salle ne sont pas faits, il fait un peu chaud dans la salle, mais M. le maire m'a assuré que pour la prochaine Assemblée générale, ce serait fait. Donc, nous allons évoquer d'abord un rapport d'activité que nous ferons à 2 voix, Madeleine Klaus et moi-même, pour faire part de ce qu'a été l'activité de l'association tout au long de cette année. Et vous verrez que ça a été une activité assez intense, compte tenu des difficultés qu'on rencontrait. Ensuite, Sandrine Pubil et Jacques Solane feront état du rapport financier pour l'une et du budget prévisionnel pour l'autre. Et nous évoquerons ensemble les perspectives de l'association compte tenu de la situation qui a été créée, qui est une situation un peu inattendue, un peu originale, mais qui mérite qu'on en discute. Donc il y aura une phase de questions-réponses. Avant cela, d'abord, je voudrais remercier Hélène Ferré qui manipule les appareils là-bas et qui est l'auteur de tous les documents qui seront projetés, qui vous permettront de suivre l'intervention sur des images. Mais avant d'aborder cette phase-là, M. Albert Fer, qui avait accepté l'année dernière d'être notre président d'honneur, a souhaité s'adresser à l'association pour faire part de son point de vue sur la situation. Et donc, avant toute chose, je vais lui passer la parole. Voilà. D'abord, je veux dire que je suis très heureux d'être de retour à Banyuls. J'aime beaucoup Banyuls. Et j'ai eu le grand plaisir aussi, un grand plaisir pour moi, de passer plusieurs fois le col de Banyuls pour aller en Espagne. C'est merveilleux pour moi. Alors, donc, passer le col de Banyuls actuellement, c'est un grand succès pour l'association. C'est un grand succès pour vous tous. Je vous remercie de l'action que vous avez menée pour arriver à ce résultat. Évidemment, ce n'est pas un résultat officiel. Pour le moment, il faut attendre soit l'abrogation de l'arrêté préfectoral, on peut espérer que ça viendra, soit le résultat de l'action judiciaire qui est menée par l'association. Donc, ce qui veut dire que l'association doit continuer pour soutenir l'action judiciaire en cours. Bon, je renouvellerai mon adhésion à l'association. Je démissionne de mes fonctions ça s'appelait président d'honneur, je crois. Donc, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur d'être président d'honneur. Ce que je dois dire en quittant ces fonctions-là, j'espère que l'association va rester sur la ligne de ses objectifs initiaux, qui était l'ouverture du col de Banyuls, et continuer jusqu'à l'ouverture officielle et complète. Bien sûr, nous pouvons aussi aider d'autres opposants à des fermetures de col dans les Pyrénées et leur faire profiter de notre expérience. C'est aussi peut-être un de nos objectifs. Ce que je ne voudrais pas voir, c'est des dérives vers d'autres objectifs pour des actions qui ne sont pas liées à l'ouverture du col de Banyuls. Premièrement, pour l'ouverture du col de Banyuls, les actions doivent être plus discrètes, puisque maintenant l'ouverture est quasiment acquise. Et puis, il ne faut pas éviter des dérives, soit des actions qui n'ont rien à voir avec l'ouverture du col, soit parfois des actions qui supposent, avec en dessous, des motifs politiques. Donc, après avoir dit ceci, je vous remercie de m'avoir mis dans les fonctions de président d'honneur pendant 1 an. Je souhaite une bonne continuation à l'organisation, à l'association du col de Banyuls, en continuant sur sa ligne initiale
initiales et en arrivant finalement à une ouverture définitive du coin de Banyuls. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Monsieur le Président, puisque jusqu'à la fin de cette Assemblée, tu es encore le Président. Et merci pour ton action pour notre compte. Nous allons réfléchir à la façon de faire perdurer une présidence d'honneur dans l'avenir. Donc on va passer tout de suite à l'aspect plus technique des choses. Donc Madeleine Klaus, qui est secrétaire générale de l'association, va vous donner un certain nombre d'éléments chiffrés, et de mon côté, je vais vous commenter les principales actions, parce qu'il y en a réellement eu beaucoup dans le temps, mais vous commentez les principales actions et leur développement. Donc Madeleine. C'est un peu une lecture, vous le voyez aussi là, on a donc presque atteint des 1200 adhérents, ce qui est énorme. On pensait, on en voit une centaine l'année dernière, et ça a été vite autre chose. On a passé 25 conseils d'administration, nous sommes 14 membres, et ça fait beaucoup de temps et voilà. Et on a envoyé 5 lettres officielles au préfet. Pas de réponse, jamais, mais bon. Vous avez été tous informés sur le contenu de ces lettres, donc vous êtes au courant. 20 lettres d'information qu'on vous a envoyées, à vous, les adhérents. 22 manifestations importantes qui ont été organisées. Ça fait beaucoup pour une année d'existence. On va le détailler un peu tout à l'heure. Et plus de 50 interviews et conférences de presse dans des médias en partie internationaux. 57 publications et 769 followers Instagram. C'est bon, on parlera tout à l'heure des articles dans la presse écrite, reportages, radio, France, Espagne, Catalogne, Allemagne et Belgique. Donc c'est devenu une question internationale, c'est plus une question locale, ni seulement française, mais c'est devenu une problématique internationale. Et plusieurs dizaines d'élus mobilisés des deux côtés de la frontière, des maires, donc ici deux présents, et des députés, des sénateurs, des conseillers départementaux, et des députés européens, qui ont été assez mobilisés. Voilà, donc ça, ce sont les chiffres globaux qui vous démontrent quand même que nous avons eu une activité assez intense, parce que, dit comme ça, ça a l'air d'être quelque chose de simple, mais ça suppose des dizaines, voire des centaines de coups de téléphone, arriver à se mettre d'accord, se concrétiser des dates, et arriver à mettre d'accord, ne serait-ce qu'un membre du conseil d'administration. Vous imaginez bien qu'à 14, on n'était pas toujours d'accord sur tout. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette situation pour vous citer les prénoms des 14 membres. Leur modestie ne souhaite pas qu'on évoque leurs noms, donc je vais donner les prénoms, mais pas en ordre alphabétique. Donc il y avait dans le conseil d'administration Ariane, Céline, Hélène, Isabelle, Madeleine, Maggie, Sandrine et Véronique, ça c'était pour les dames, et pour les messieurs, Kess, Dominique, qui n'est pas là aujourd'hui, Jacques, Jean-Paul et Louis. Donc ça c'est les 14 personnes qui ont œuvré de manière extrêmement régulière, et je voudrais aussi en profiter pour remercier Louis et Véronique d'avoir accepté de nous héberger dans les sous-sols de leur château de Valcro, parce que c'était bien commode, merci Véronique, c'était bien commode, même si l'association est obligée de se réunir à Borval, monsieur le maire de Borval, mais on a quand même continué à travailler tout en étant à Borval. Voilà. Alors, sur l'historique, je ne vais pas reprendre en détail tout ce qu'on a fait, mais les principaux points forts. 6 juillet 2002, donc il y a un peu plus d'un an, nous provoquons une réunion publique à la salle Jean Jaurès. On avait pris la salle Jean Jaurès pensant qu'elle serait suffisante. Elle ne l'a pas été en taille, il y avait plus de 80 personnes. Il y avait des gens qui étaient dans le jardin, il y avait des personnes inattendues qui sont venues entendre ce que nous souhaitions faire. Et donc, lors de cette première assemblée, qui était à ce stade-là informelle, la décision a été prise de créer une association, cette association dont aujourd'hui nous célébrons le premier anniversaire. Pourquoi créer une association? Il y avait une partie de l'assistance qui disait mais on peut se contenter d'un collectif informel, bien qu'il veut, et pour ma part j'étais
largement favorable à l'idée d'association parce que l'association, vous le savez, crée une personnalité juridique. Et cette personnalité juridique nous donne la possibilité non seulement de parler avec les collectivités, avec les pouvoirs publics, mais également, ce que nous avons fait, d'engager une action devant les tribunaux administratifs. Pour ça, il fallait avoir la personnalité juridique. Et donc, on a créé l'association et nous avons, à ce stade-là, mis en place le bureau de cette association. Puis, à partir de là, il fallait faire reconnaître ce qu'était l'existence de notre association. Donc, la première des actions, le 22 juillet dernier, ça a été de convoquer une conférence de presse. Nous l'avons convoquée dans les locaux du syndicat du Cru au Maastricht. Et je voudrais ici remercier le président du syndicat, Romuald Perron, qui a non seulement mis à disposition les locaux, mais en plus il nous a payé l'apéritif à la fin. Donc c'était tout à fait favorable. Et remercier également les représentants professionnels d'organismes bagnoulins qui sont venus à cette conférence de presse. Je veux citer le président du GICB, Laurent Barreda, le président de la coopérative L'Étoile, Jean-Pierre Santaine, la présidente de l'Union des commerçants et artisans de Banyuls, Sophie Serradet, avec cette circonstance particulière qu'elle est venue sous sa propre autorité, alors que la Chambre de commerce, et en particulier le représentant local de la Chambre de commerce, bien que commerçant bagnoulin, n'a pas souhaité suivre le mouvement et participer à nos actions. Sont venus également des élus du Sud, notamment M. le maire d'Espoy, Carlos Zagrez, et plusieurs représentants des médias. Alors les médias représentaient l'indépendant, bien entendu, et je voudrais saluer ici la présence d'Yvan Drieux, le correspondant local de l'indépendant, qui nous a toujours suivis avec beaucoup d'attention dans nos actions. La Semaine du Roussillon, FR3, Radio Arès pour la partie nord, Girona Noticias, Catalonia Radio. Donc, une assez grande ouverture médiatique dès la première conférence de presse. Nous avons alors, fin juillet 2022, procédé au dépôt des statuts à la préfecture, qui ont donc été enregistrés immédiatement, et notre association a pu commencer à fonctionner. J'ai pris le bon micro. Voilà, donc on a commencé une campagne d'adhésion massive. On était présent au marché de Banyuls, à l'Étoile, le petit festival nous a accueillis. Enfin, on a essayé d'être le plus présent possible dans les manifestations estivales de l'année dernière. Et on remercie encore Azak Alamon qui nous a accueillis dans le petit festival qui va avoir de nouveaux lieu là cette année. Et on a rencontré donc massivement aussi les maires et les élus. Et très vite, on a dépassé les espérances au niveau des membres de... Je voulais préciser, au niveau des élus, nous avons rendu visite aux élus les plus proches, le maire de Banyuls, bien sûr, le maire de Port-Vendre, le maire de Cerbère, Coyour, Orgelès, Sorède, Aisne, plus les conseillers départementaux, plus les 2 sénateurs des Pyrénées-Orientales qui nous ont toujours accompagnés dans notre démarche. Voilà, après, on a donc commandé des... Tu peux mettre la suivante. Oui, merci. Voilà. C'est des énormes banderoles là. Ouvrir le col de Banyuls avec la belle photo d'Ariane Fer qui s'est pas mal occupé de la gestion de ces banderoles. Et à l'entrée de Banyuls, à l'entrée de la route des Masses, là où tout commence, au niveau du décret, à l'entrée de Port-Vendre, très visible, et des maisons particulières qui ont accepté d'accueillir la banderole. Et nous sommes intervenus également, et là aussi je remercie le président Philippe Barbe, au niveau du Festival de Sardane, du Fourmen de la Sardane, où il nous a permis de faire sur la place une présentation, vous le voyez, avec la banderole, et d'expliquer aux membres du Fourmen de la Sardane quel était le sens de notre action. Donc voilà pour cette campagne médiatique. Alors, là encore, ça n'a l'air de rien, mais ça représente énormément de travail. Plusieurs des membres du conseil d'administration ici présents ont passé des matinées, des jeudis et des dimanches au marché pour expliquer le sens de notre démarche. Et croyez que
C'est difficile de l'expliquer, de réitérer, de recommencer l'explication, mais ça a produit le résultat que nous espérions et même bien au-delà, puisque nous sommes plus de 1000 adhérents à l'association. Alors, le premier temps fort politico-administratif, c'est celui-là. Le 22 août 2022, à sa demande, le préfet des Pyrénées-Orientales, M. Rodrigue Furcy, qui venait d'être nommé dans le département, a signalé à M. le maire de Banyuls et par l'intermédiaire du sous-préfet M. Bassager son intention de venir voir sur place comment les choses se présentent. Et nous a demandé à l'association d'être présent, ou le fait que nous soyons présents sur la photographie. Nous avons échangé avec M. le préfet à ce stade-là. On a toujours eu, je dois le dire de sa part, une écoute. Il a toujours entendu nos arguments, même si ça n'a pas débouché sur le résultat que nous escomptions, au moins avons-nous pu expliquer nos arguments et expliquer pourquoi nous pensions et nous continuons à penser que cette mesure n'avait pas de sens. Donc, 22 août 2022, visite du préfet. Je me permets d'insister un peu parce que ceux qui connaissent la vie administrative savent que ce n'est quand même pas très fréquent qu'un préfet se déplace et accepte de rencontrer une association sur un problème de ce genre-là. Monsieur Furcy, je dois le dire, outre le fait qu'il est venu ici, qu'il est venu, on le reverra plus loin, à la fête des vendanges, et qui nous a reçus 2 fois en préfecture, a toujours été attentif, même s'il n'a pas cru utile de répondre aux 5 courriers que nous lui avons adressés, mais il a toujours été attentif à notre problème, et je tiens à le dire parce que ce n'est pas toujours le cas de la part de l'administration. Temps fort supplémentaire. Nos premières manifestations un peu artistiques autour de la question qui nous préoccupait, les passages, la frontière, les migrants, enfin, tout ce qui était suggéré par cette fermeture. On a donc travaillé avec les Lillantons que les Banyolais connaissent bien sur le thème des passages, de la frontière, de la liberté. Il y a sur la place du Puy-Gelmas, avec 200 personnes qui étaient présentes. C'était une joyeuse réussite. Et il faut remercier Michel et Pascal Fabre, qui sont les organisateurs, de nous avoir aidés. Et puis Madeleine ne le dira pas, mais il faut aussi remercier Pedro Solé, parce que Pedro est venu avec sa guitare et il nous a régalé d'un concert un peu improvisé. Alors, comme je sais qu'elle ne le dira pas, moi je le dis. Il y avait aussi le Wolf Biermann, exceptionnellement, ça a bouché un coup à un certain. C'est pour voilà. C'est après un autre temps fort en septembre. On n'est pas. Voilà, c'est ça. Non, alors, on l'a pas alors. Oxymore, si tu l'as un peu plus loin. Ah oui, voilà. En septembre, donc en partenariat avec la librairie Oxymore à Port-Vendre, qui est toujours prête à s'associer à ce genre de demande. On a donc projeté un film sur la frontière, thème de la frontière de Guy Lochard. On va faire un autre film sur l'histoire du centenaire de Port-Vendre. Et là aussi, encore dans le but d'adhésion et de discuter autour de la problématique de cette fermeture. Et il faut remercier là aussi Claude Faber qui nous a accueillis et qui à tout moment a été avec nous pour ces choses-là. Alors ensuite on passe aux cartes postales, si tu t'y retrouves. Voilà. Alors sur une idée un peu humoristique du conseil d'administration et en utilisant la photographie qu'avait faite Ariane qui est devenue célèbre, nous avons décidé, comme le préfet venait d'arriver, de lui envoyer une carte postale de bienvenue. Et donc sur le recto de la carte postale, il est écrit qu'il faut ouvrir le col de Banyuls en français et en catalan. Et sur le dos de la carte postale, vous ne le voyez pas sur la photo, il est dit que nous lui souhaitons la bienvenue en pays catalan et que nous faisons confiance à son esprit d'ouverture. Vous comprenez le sens de l'allusion. Bon, je pensais qu'on a envoyé 500 cartes postales, c'est-à-dire qu'on les a distribuées, ou peut-être vendues, non, on les a vendues. Je crois pas faire. Un euro, voilà. On mettait le timbre et on en a envoyé 10, 20, 30 par Et donc, on lui a envoyé, et je pensais que ce genre de choses irait dans un sac, dans un coin à la préfecture. Et en réalité, non. Il y avait certainement quelqu'un à la préfecture qui était en charge de regarder, non pas la carte postale, parce que c'était toujours la même, mais qui l'avait signée, parce qu'il se trouve qu'un parlementaire français qui était de passage a signé la carte postale et l'a envoyée.
Et il a reçu quelque temps plus tard à son secrétariat parlementaire un petit mot du préfet disant qu'il portait toute son attention sur ce sujet. Ce qui veut dire quand même que ce genre de choses qui a l'air bénigne et qu'on avait fait presque sur le mode d'une plaisanterie a finalement un impact, parce que quelque part dans l'administration, il y a quelqu'un qui a dû noter qu'il y a 500 cartes postales, dont celle de monsieur tel, de monsieur tel, de monsieur tel. Donc voilà pour les cartes postales. Puis ensuite nous passons à une étape qui, vous le verrez tout à l'heure, acquiert son importance, c'est-à-dire que suite à nos interventions, suite à nos interventions et à différents contacts que nous pouvions avoir, une parlementaire européenne d'origine catalane, donc Mme Clara Ponsati, le 16 septembre 2022, est intervenue publiquement au Parlement européen en exposant la situation du col de Banyuls et en demandant sa réouverture. Là aussi, ça n'a pas eu d'effet immédiat, mais cela veut quand même dire que quelque part, dans les instances du Parlement européen, on a été sensibilisé à l'existence de ce sujet. Elle a été la première à le faire, elle n'a pas été la seule. M. Jordi Solé, qui est également député européen, est intervenu. Et puis, vous le verrez tout à l'heure, M. Éric Andrieux, alors rien à voir avec notre journaliste local, mais Éric Andrieux, quant à lui, est également intervenu, mais je le développerai un peu plus loin. Autre temps fort, nous nous sommes dit qu'en tant qu'association pour la réouverture du col, il était important que nous ayons le soutien des villages concernés de l'autre côté de la frontière. Et donc nous sommes allés avec Jean-Paul Maillac le 1er octobre rencontrer le maire d'Espoy et le parti conseil d'administration, et nous avons tenu une réunion publique à Espoy où il y avait une cinquantaine de personnes. Alors ça n'a l'air de rien, mais quand vous savez que le village compte 150 personnes, ça veut dire un tiers de la population qui était présente. Donc une réunion intéressante qui a fait que pas mal d'adhérents de Catalogne Sud sont intervenus. De même que nous avons eu des contacts un peu plus tard, et ça c'est Jean-Paul Maillac qui s'en est chargé, avec les maires de communes basques qui sont affectés de la même manière, en particulier le village de Laro, maires des communes basques avec lesquels nous sommes en contact, qui sont peut-être moins bien organisés, en tout cas moins organisés que nous, mais ils sont devant la même problématique, et je pense que c'est intéressant que le problème soit vu dans son ensemble. Ensuite, nous revenons à un temps fort. On a perdu le film, Madeleine, je crois. Il y avait l'image 14 qui a dû passer. Bon, peu importe. Donc, je vais continuer. Ensuite, donc, fête des vendanges. Fête des vendanges. Alors, ça, c'est peut-être pas la peine que je vous explique. Enfin, non, pardon, vendange en fait, excusez-moi, monsieur le maire. C'est pas la peine que je vous explique ce qu'est la fête des vendanges, mais à cette occasion, le préfet est venu. Sous-préfet également, nous l'avons reçu. Vous voyez sur les photos que nous portions tous, monsieur le maire qui est sur la photo, moi-même et bien d'autres, nous portions tous le petit sticker que nous avons distribué demandant la réouverture du col de Banyuls. Grâce à l'intervention de Magui, nous avons même eu la barque qui est passée avec la banderole le long de la plage, et ceux qui étaient là se souviennent de la houla que ça a soulevé le long de la plage. Donc nous avons communiqué calmement, nous avons communiqué dans la bonne humeur, mais nous avons fait en sorte que le préfet en soit informé. Et chaque fois, je le redis parce qu'à l'occasion de la fête des vendanges, ça a été le cas, chaque fois il nous a entendus, il nous a au moins écoutés, sans forcément nous entendre, mais en fait il a quand même été attentif à ce que nous proposions. Madeleine, temps fort. Donc dans ce but d'être un peu présent dans les manifestations de la bourse et là de Port-Vendre, on s'est aussi associé à la fête, la soirée de l'association Arets à Port-Vendre. 50 ans c'était l'Arets 40 ans l'Arets, et donc on a fait des châtaignes. Et on a expliqué à ceux qui voulaient savoir pourquoi cette association, pourquoi cette fermeture du col. On a du mal à expliquer, mais voilà, et là je remercie monsieur le maire de Port-Vendre pour son accueil et Mathieu Ponce-Radeil, le président de l'association, et vous voyez sur les photos que notre comptable a d'autres compétences que la comptabilité, puisque c'est lui qui fait tourner la machine à châtaignes. Donc voilà. Alors, on n'est parti pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Voilà, je ne vois pas. Alors, gros événement, le 22 octobre,
nous avons organisé au col de Banyuls une réunion où nous avons invité des élus des deux côtés des Pyrénées. Il y avait donc, côté français, 2 sénateurs, il y avait les maires, des conseillers départementaux, les maires du secteur, il y avait des députés européens venus du Sud, des députés au Parlement de Catalogne, il y avait également un sénateur catalan, et en tout, 32 élus étaient présents. Nous leur avons proposé à la signature un manifeste, une déclaration de principe, dans laquelle ils disaient qu'ils avaient l'intention d'unir leurs efforts jusqu'à ce que nous parvenions à cette réouverture. Et donc ces 32 élus, alors si vous voulez les noms détaillés, mais je peux vous les donner, mais c'est peut-être pas l'objet, ces 32 élus sont venus, ont fait l'effort d'être présents, ont fait l'effort de signer. Et je voudrais là aussi remercier la mairie de Banyuls pour nous avoir aidés sur la logistique, et en particulier la police municipale, mais je leur ai écrit pour le leur dire, pour avoir organisé. Nous avions notre propre organisation de parking et de surveillance, mais la l'APL nous a bien aidés. En tout cas, je remercie Jean-Paul Lequès aussi pour le travail qu'ils ont fait à ce stade. Ça, c'est une grosse manifestation parce que ça a un impact politique au niveau local et au niveau européen, et on verra vers la fin que peut-être sur le niveau européen, nous avons peut-être à ce stade-là passé une étape qui nous permettra d'obtenir satisfaction. Donc voilà sur ce temps fort-là. En même temps, donc ça c'est des stickers que nous avons distribués à l'occasion de la fête des vendages, c'est une création d'Ariane sur la base de sa photo, donc distribués à la fête des vendages à combien? 5 000 5 000 sur chaque manifestation. Et à chaque manifestation postérieure, combien? On en a fait 10 000 à peu près. Bon, on verra un peu plus loin qu'à la fête des Spoils, on a continué à distribuer des stickers, qui sont des choses qui restent un peu dans la nature, mais qui expriment notre souhait. Ensuite, voilà, nous arrivons donc à l'intervention de M. Éric Andrieux, député européen, qui, à ce stade-là, député français au Parlement européen, qui, à ce stade-là, pour la première fois, intervient dans les instances parlementaires européennes et assure un communiqué de presse pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation du col qui, en attendant, perdure et qui n'a pas changé. On verra plus tard que M. Andrieux a eu une intervention encore plus forte par la suite. Ça, c'est des éléments qui restent dans les tuyaux de l'organisation européenne et qui ont évidemment une importance majeure dans le fonctionnement. Ensuite, nous avons donc sur le col de Banyuls des photographies, une offerte à réaliser, une photographie qui symbolise d'un certain côté l'humour espagnol. Ceux qui parlent espagnol ne peuvent comprendre quelle est la plaisanterie sur la Pied de la Mare, mais ça a été un élément utilisé dans le cadre d'un article qui a été publié dans le journal Le Monde par Mme Julia Pasquale, article qui avait une vision un peu mitigée de la situation telle que nous l'entendions, mais qui avait quand même le mérite de poser, dans un quotidien de référence au plan français, de poser cette problématique. Le 14 novembre, nous recevons la visite de M. François Alfonsi, qui est également député européen. Alors là, c'est également à sa visite, à la demande du groupe de personnes qui le soutiennent ici. M. François Européen fait partie du groupe des Verts Alliance Libre Européenne et est intervenu également au niveau du Parlement européen. Donc nous le voyons avec le maire d'Espoil, le monsieur qui est dans la chaise, et divers membres de son groupe ici. Dont à l'extrémité du groupe, sur votre gauche, notre ami Gouspinette, qui est la cheville ouvrière de toutes les actions que nous avons pu mener du côté des Spoils. Ensuite, là, grand moment de l'activité, grand moment populaire, le 19 novembre, nous avons, et j'en remercie particulièrement Jean-Pierre Bayot, qui est quelque part par là, je ne le vois pas, voilà, il est discrètement là-bas, avec l'association Banyuls Rando, ils nous ont aidés. Nous avons organisé une rencontre de randonneurs au col de Banyuls. C'est-à-dire que le contrat, c'était vous venez au col à pied, on se retrouve au col, et donc vous voyez que sur la photographie, je me suis amusé à compter, il n'y a pas loin de 300 personnes, ce qui est significatif, d'autant qu'il faisait ce jour-là une tramontane qui était assez importante.
Cette manifestation a été agrémentée par la présence d'une chorale qui est une chorale de Perpignan, qui est la chorale féministe antifasciste. Un certain temps, pour être plus précis, c'est comme le fut le canon, ça met un certain temps, pour trouver son terme. On peut espérer que début 2024, le tribunal puisse audiencer cette affaire et rendre une décision. Et je pense très sincèrement que le recours, nous devons le gagner. Mais il faut que nous sachions, et c'est important pour la suite, que même si le tribunal nous donne raison et annule l'arrêté préfectoral, l'État peut faire appel de la décision devant la Cour administrative d'appel de Toulouse et éventuellement aller ensuite devant le Conseil d'État. C'est quelque chose qui peut durer plusieurs années et qui peut nécessiter de développer certains moyens financiers pour faire face aux éventuels recours. J'ai pour ma part confiance dans le résultat. Maître Bonnet, notre avocat, y a également confiance, mais on n'est pas à l'abri d'un aléa, donc on vous en reparlera en fonction de la réponse que nous donnera l'État. Renfort supplémentaire. Oui, encore une participation à une petite manifestation, toujours pour être présente, pour pouvoir discuter avec les personnes autour de cette problématique. Donc là, c'était les fêtes de Noël à Valence. Voilà, les Castagnades, les fêtes de Noël. Voilà, alors là, vous allez vous demander pourquoi, et si je ne fais pas du juridisme, pourquoi un procès verbal de constat d'huissier qui nous a coûté 600 €, vous le retrouverez dans les comptes. Alors, je vous explique en un mot. Dans les discussions que nous avons eues avec le préfet, à chaque fois, il nous a dit « mais vous n'examinez la situation que de votre point de vue de Banyuls, votre problème du col de Banyuls, il faut examiner la situation globale sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, et il faut considérer qu'il y a un redéploiement des forces de police, comme si les 4 cailloux qui étaient au col de Banyuls pouvaient éviter de mettre des forces de police. » En fait, pour répondre à cet argument, comme la plupart d'entre vous qui vont de temps en temps à Port-Roux ou à Yansa ont pu le constater, il n'y a aucun contrôle de police au passage de Cervelle. Jamais. Bon. Alors, comme il ne suffit pas de le dire, nous avons fait intervenir un huissier de justice qui est allé pendant une semaine à des heures différentes et qui chaque fois a constaté qu'il n'y avait aucun policier en faction, en tout cas, parce qu'il est prudent cet huissier, aucun policier visible. En fait, j'imagine qu'ils ne sont pas cachés dans les garrigues tout le temps. Donc l'argument éventuel, parce que pour l'instant il nous l'a dit, mais ils ne l'ont pas écrit, mais l'argument éventuel de redéploiement des forces de police, on a les moyens d'y répondre par le biais de ce constat d'huissier, qui est un élément précieux, parce que je pense que ça peut être de nature à faire balancer l'opinion du tribunal administratif. Alors, autre temps fort, si l'année, le 19 janvier dernier, alors l'une de nos membres qui n'est pas présente aujourd'hui, Ariane Fer, qui est résidente barcelonaise, et quand M. le Président de la République est allé à Barcelone rencontrer le Premier ministre espagnol, M. Sanchez, il a invité les résidents barcelonais à une réception au lycée français en fin de journée. Et donc notre membre du conseil d'administration a été invité à ce titre. Et comme elle a son franc-parler, elle a réussi à s'approcher du président de la République et lui exposer rapidement la situation et lui remettre un petit document que nous avions préparé avec Caisse. J'ai oublié passer Caisse. Ah, il est encore à l'entrée, mais bon. Donc nous avons préparé avec Caisse un document faisant la synthèse sur une clé USB, faisant la synthèse de toutes nos activités. Et Ariane l'a remis au président de la République et à la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Le président de la République, paraît-il, a pris le document et l'a glissé dans sa poche. On ne sait pas ce qu'il en a fait, mais enfin, au plus haut niveau de l'État, ils sont informés de cette situation. Le lendemain, quand on vous dit qu'on ne chôme pas, on ne chôme pas, le lendemain 20 janvier, nous avions organisé à la salle Novelty à Banyuls une réunion publique en présence de M. Éric Andrieux, donc député européen, celui qui avait fait la première déclaration qu'on a vue tout à l'heure, et en présence également, je lui avais demandé, de M. Nicolas Marty, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Perpignan, qui est un homme qui a beaucoup travaillé sur la question des frontières et qui a fait une intervention qui, à mon avis, était excellente. Le problème, c'est qu'on était dans une configuration plus politique et qu'on n'a peut-être pas été assez attentif à ce qu'a dit M. Marty, mais on s'en resservira de son intervention.
Il y avait dans le Salle Novelty à peu près 200 personnes, monsieur le maire, c'est à peu près ça. Dans une réunion, alors 200 personnes le 20 janvier, là aussi, soir de Tramontane, je trouve que c'est pas mal de les avoir réunis. Et ça a été une réunion extrêmement intéressante parce que M. Andrieux, alors, malheureusement, M. Andrieux a cessé son mandat de député européen au 1er juillet, donc on n'a plus ce support-là, mais il est quand même intervenu dans toutes les instances européennes. Je crois que c'était important que nous ayons son soutien. Autre élément de temps fort, nous sommes allés tous ensemble, il y a encore un jour de Tramontane, c'est pour ça que vous voyez que certains sont particulièrement bien équipés. Nous sommes allés à la fête de l'huile à Espogne. Alors, pour la fête de l'huile à Espogne, on peut le dire ici, il y avait une espèce d'accord tacite entre monsieur le maire et les autorités, notamment le sous-préfet, pour qu'on pousse un peu les cailloux et que les gens puissent passer pour aller à la fête de l'huile. C'est ce qui a été fait. Donc à la fête de l'huile, nous avons continué à distribuer des stickers, nous avons fait des avirants, nous avons expliqué la démarche. Les gens d'Espogne avaient récupéré un caillou, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, enfin ils avaient récupéré des cailloux qu'ils ont ramenés à Espogne, et c'est celui que vous voyez sur la photo qui est sur la droite, où ils invitaient tous les présents à signer le caillou, et donc ce caillou vaudra un jour une fortune, c'est comme les morceaux du mur de Berlin. Pour l'instant il est conservé par la mairie d'Espogne, mais il faudra discuter pour les droits d'auteur. Donc ça c'est le 25 janvier 2023. Ensuite... On a eu droit à un reportage conséquent sur France Culture, d'une heure, sur la situation du col Banyuls, très intéressant et toujours à écouter en podcast actuellement. Voilà, ce qui veut dire quand même qu'un organe comme France Culture s'est penché avec attention et avec un journaliste particulièrement attentif. 16 février 2023, j'ai presque fini, rassurez-vous. Deuxième réunion à la préfecture, en présence notamment des parlementaires, vous voyez sur la photo messieurs Calvé et Sol. Là, le préfet nous a répondu en nous disant oui, mais il y a un problème. Quand le président de la République est allé à Barcelone, il a évoqué l'idée de mettre en place des brigades mixtes franco-espagnoles pour contrôler la frontière. Et donc, on va attendre de voir si ça se met en place. J'étais pour ma part extrêmement sceptique. J'ai eu raison d'être sceptique, puisque depuis le mois de février, il ne s'est strictement rien passé, que Madame le ministre des Affaires étrangères en a parlé pour la frontière italienne, mais pas pour la frontière espagnole, et que rien n'a été fait de ce point de vue-là. C'était un moyen d'écarter la difficulté, et il n'y a pas, et à mon avis il n'y aura jamais, de brigade mixte. Donc voilà, pour ce dernier temps fort qui est la dernière visite à la préfecture. Ensuite, nous avons participé au carnaval de Banyuls. Je le dis, ça a été controversé, on en a discuté, certainement les conseils d'administration considéraient que ce n'était pas une démarche sérieuse. Je redis ici que si j'ai tenu à ce que ça se fasse, et je remercie ceux qui s'en sont occupés, c'est parce que je crois que carnaval, dans nos pays, dans nos villages, c'est un moyen d'expression politique. C'est pas juste un truc où on jette des confettis, c'est un moyen d'expression politique. Et que la population de Banyuls se soit associée avec nous dans cette démarche, ça veut dire qu'il y a toujours une mobilisation populaire sur le carnaval. J'ai fini sur notre activité, si ce n'est de vous montrer une dernière photo, qui est la photo de l'état actuel. Comme vous pouvez le voir sur la photo de l'état actuel, on passe. La tramontane a dû souffler, ou je ne sais pas qui, mais en fait, on passe. Et donc, j'évoquerai dans un deuxième temps, dans les perspectives, j'évoquerai en l'état de cette situation ce que nous envisageons de faire. Avant cela, sur le rapport moral, nous avons fait à peu près le tour. J'ouvrirai tout à l'heure une question-réponse, mais comme nous avons les maires de Port-Vendre et de Banyuls-sur-Mer, le maire de Banyuls comme maire et le maire de Port-Vendre comme conseiller départemental, et qu'ils ont des contraintes d'horaire, je vais, s'ils le veulent bien, leur passer la parole pour qu'ils interviennent à ce stade-là, comme ça ils pourront éventuellement nous quitter, et ensuite on passera au rapport financier et aux perspectives. Monsieur Marty, maire de Port-Vendre, conseiller départemental. Je suis Nicolas Amboué, puisque Jean-Michel reste encore. Et moi, je dois quitter à 19h. C'était important pour moi d'être présent aujourd'hui. Je l'ai été depuis le début. Alors, je tiens premièrement à féliciter l'ensemble des administrateurs de cette association. Vous n'avez pas chômé. Vous avez fait un boulot remarquable. Et nous, à Port-Vendre, modestement, on participe aussi et on soutient et on soutiendra toujours l'association et ce but. Ensuite, je me rappelle, pour la seconde réunion avec le préfet,
Bon, il y avait des parlementaires, mais j'y étais aussi. Et je me rappelle que le préfet avait dit que vous avez sorti des petites stats, tu te rappelles, et ils avaient calculé que dans l'ouverture du col, si j'ai bien souvenir, il y avait eu une augmentation de je ne sais pas combien de pourcentage. Et quand on lui a demandé la valeur, ça représentait 3. Un truc comme ça. Bon, mais là, ce qui serait intéressant, c'est que ça fait combien de mois maintenant qu'on est passé? Depuis. Ça fait 2000. Voilà, hier. Depuis janvier. Donc ça serait bien de revoir les stats aujourd'hui, voir où on en est, parce que je ne suis pas sûr que. Enfin, j'en vois pas plus qu'avant, quoi. Donc voilà. Écoutez, moi, comment dire de plus, si ce n'est que le département aussi est derrière vous. Tu le sais, il y a le premier vice-président, Nicolas Garcia, qui soutient fortement l'action. Le groupe aussi que je représente soutient l'action. Donc vous avez la commune de Borlande et le conseil départemental qui sont avec vous. Votre continuation et on saura être à vos côtés. Voilà. Merci, monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire de Valnou. Alors, tu vas nous dire qui a enlevé les cailloux, non? Oui, je sais qui c'est. Mais bon, par rapport à la climatisation de la salle, ça va changer un peu, mais je vais revenir. On est en cours, on est en train de faire une étude sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et cet immeuble sera dans la boucle et sera rénové et on aura une salle beaucoup plus confortable. Je vais répéter ce qu'a dit mon ami Grégory avec un peu différemment. Moi, je voudrais très sincèrement vous remercier. La totalité, Pierre particulièrement, mais la totalité du conseil d'administration et les membres qui ont adhéré à cette association et qui l'ont soutenue. Parce que 1200 personnes qui adhèrent à une association, c'est pas rien. Donc ça veut dire que derrière, il y a un mouvement, et derrière, il y a des gens qui sont frustrés de cette privation de liberté qui nous est si chère. Celle de pouvoir se déplacer et de pouvoir aller rencontrer nos frères, nos amis, les Catalans du Sud, avec qui on partage tellement de choses. Ça a beaucoup coupé nos activités, qu'elles soient culturelles ou amicales. Je voudrais vous remercier aussi pour tout ce que vous avez fait, vous l'avez énuméré, je ne vais pas y revenir dessus. C'est un travail colossal quand même, parce que mobiliser une association, c'est pas simple, surtout à l'heure où la crise du Covid a enlevé beaucoup de bénévolat dans les associations et beaucoup d'envie aux gens de se mobiliser. Donc c'est encore un tour supplémentaire. Pour revenir à la fête de l'huile d'olive, on avait convenu avec Carlos qu'on enlèverait les cailloux. Donc je leur avais dit que les enlève, moi je les remettrais. Voilà. Et j'avais téléphoné au sous-préfet, voilà, pour tout vous dire, en lui disant, monsieur le sous-préfet, c'est une tradition, dans le prochain que le caillou, on le remettra après. Et bon, j'en parle au préfet, mais bon, voilà. Alors on a enlevé le caillou, on l'a remis 2 ou 3 jours après, on a un peu traîné la patte, et puis il s'est relevé. Je pense que c'est les mêmes personnes qui l'ont relevé. Et le sous-préfet m'a dit, mais il faudrait. Écoutez, on ne va pas passer notre hiver à lever, remettre, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bon, j'en parle au préfet, on reste comme ça, et c'est resté comme ça. Et maintenant, c'est beaucoup plus large, parce qu'à l'époque, c'était plus étriqué, et c'est beaucoup plus large. Et ce qui m'amène à dire, et pourtant, c'est pas trop mon habitude, moi je suis pas dans l'administration, j'ai quand même des remerciements à donner au préfet et au sous-préfet qui nous ont soutenus à leur façon, dans la mesure de leurs possibilités administratives et juridiques, parce que le préfet n'est pas là pour s'opposer à l'État. Et je rappelle que c'est une décision de l'État de fermer l'école de Valnou, c'est pas du préfet des Pyrénées de l'État qui à l'autre personne l'avait signé. Je pense qu'ils l'ont géré d'une manière assez intelligente, de manière à ne pas provoquer, à essayer d'aplanir les choses, à l'écoute, comme tu l'as dit, Pierre. Et je me rappelle que quand il est arrivé à la fête des vendanges, j'avais dit tenue sportive exigée, il est venu en basket, c'est le premier qui est en basket. Le préfet a l'habitude de me débarquer tous en costume de cravate. Non, lui était très contracté. Et quand je suis allé l'accueillir à les Arcades, je lui ai dit on va avoir une épreuve un peu compliquée. Donc imaginez que vous allez vous faire interpeller. Je lui ai dit oui, c'est pas de problème. Et il est venu, vous l'avez rencontré, il s'est interpellé. Toujours cordialement, mais je pense que ça s'est bien passé, tant mieux. Il n'a pas été trop dérangé. Je pense qu'il a répondu ce qu'il pensait, ce qu'il pouvait répondre. Et en tout cas, c'est la situation qu'on a actuellement, c'est certainement la sienne.
Alors je ne fais pas un plaidoyer pour un nouveau préfet, croyez-moi, mais quand même, je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Sachez que le préfet s'en va, il va être directeur de cabinet du président de la République, et il y a un sous-préfet, un préfet qui arrive, qui est le préfet de l'Europe. Alors moi je ne le connais pas du tout, donc je ne sais pas quel est son positionnement par rapport au col de Vanous. Voilà. Moi je me suis entretenu avec Passager, le sous-préfet, qui lui aussi va partir à la fin de l'année, mais qui fort heureusement pour nous, pour tout le tas de dossiers, va faire la jointure et va informer, et va informer le préfet sur les dossiers. Voilà. Il m'a dit qu'il allait le regarder, peut décontracter. Voilà. Donc je pense que ce col va rester ouvert encore quelques temps, j'espère en tout cas, mais on est toujours dépendant d'une situation. Je voudrais préciser aussi que quand je dis que je ferme le col de Vanous, c'est pas moi qui ferme le col de Vanous, c'est qu'à un moment je suis obligé de fermer le col de Vanous. Moi j'ai une injonction de la préfecture à laquelle je suis obligé de me plier et je suis obligé de fermer le col de Vanous. Voilà. Donc bien sûr qu'on est les élus sont de tout corps avec vous le savez, et vous le savez d'autant plus que ce territoire on le vit et on le partage tous ensemble. Et puis que moi, peut-être par mon origine, ce col de Vanous, ce chemin de la liberté, me parle beaucoup et donc m'interpelle beaucoup. Juste pour parler de chemin de la liberté, j'ai rencontré la personne qui a été otage, M. Félan, c'est ça, je prononce bien Félan, Bernard, et je le ferai intervenir. Il souhaite beaucoup témoigner, ce monsieur, donc il va, je pense, parler dans la presse, il a rencontré M. Andrieux, il va le rencontrer, et puis il y aura un reportage qui sera fait sur lui. Je l'ai invité à la cérémonie sur la fête majorale de Vanous. Je le ferai intervenir. Ça me paraît intéressant qu'on parle de la liberté en même temps, parce que même si c'est pas directement lié, c'est pas les mêmes problématiques, mais dans ce monde que nous vivons, où nous partageons, où on voit que finalement, petit à petit, tout un tas de libertés sont limitées, sont prises par les uns et les autres. Je pense que c'est important que sur la ville de Vanous-sur-Mer, avec ce col de Vanous, on ait ce témoignage et qu'on parle un peu de cette liberté si chère que nous devons. Merci, messieurs les maires. Nous vous libérons. Bon. Donc, Grégory, merci d'être venu jusque-là et à bientôt. Bien, de notre association. Donc, vous le savez, ça s'inscrit dans ce que l'on appelle le rapport moral, c'est-à-dire le compte rendu de l'activité que nous avons eue. Et traditionnellement, l'Assemblée générale doit voter le rapport moral, comme elle devra ensuite voter le rapport financier. Donc, je vais mettre aux voix, sachant que nous ne sommes pas tous présents, mais beaucoup sont représentés, il y a des pouvoirs. Donc, très simplement, est-ce que, par rapport au rapport moral, il y a des personnes qui souhaitent voter contre, qui désapprouvent l'action? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Je dois donc considérer que c'est l'unanimité, c'est ma plus belle élection de toute ma carrière politique. Bien, merci pour votre vote. Maintenant, je vais passer. Merci pour elle. Parce que ça aussi, c'est quand même un boulot. Ça a l'air de rien, c'est des petites sommes, mais je sais que certains ici manient de plus grosses sommes dans leur fonction, mais bon, il faut quand même le faire. Alors, on vient sur le point de la perspective de ce que notre association peut faire. Donc, on vous l'a dit, on peut passer au col, il n'y a pas de contrôle, il n'y a d'ailleurs même plus les militaires de sentinelle qui y étaient, parce qu'ils ont été redéployés sur d'autres postes, je ne sais pas lesquels, donc il n'y a absolument aucun contrôle. Mais il peut se faire que demain matin, monsieur le maire reçoit un coup de fil de la préfecture en disant il faut remettre les cailloux parce que l'arrêté est toujours en vigueur. Ceci, d'autant plus que, vous le savez, nous allons changer de préfet et que nous ignorons quelle sera la position du nouveau préfet par rapport à cette situation. Donc il faut quand même que nous demeurions vigilants. Alors sur le document, on a envisagé deux hypothèses, celle optimiste dans laquelle le préfet, le nouveau préfet ou quelqu'un dit qu'on peut renoncer à cet arrêté préfectoral parce qu'on
on est quand même au confin de l'absurde. L'arrêté préfectoral est toujours en vigueur, tout le monde sait qu'il n'est pas appliqué, mais il reste en vigueur. Bon. Donc ça veut bien dire que jusqu'à maintenant, ça ne servait pas à grand-chose. Donc soit quelqu'un arrive à prendre cette décision et dire on retire l'arrêté, soit nous sommes obligés d'aller jusqu'à l'issue de notre procédure administrative qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut prendre quand même un temps relativement long. Il y a une autre échéance quand même qui n'est pas mentionnée sur ce document parce qu'elle est survenue entre-temps. Nous avons, donc, vous l'avez vu, plusieurs députés européens ont fait des démarches et nous avons, avec Jacques Solade, rencontré des représentants du pays Pyrénées-Méditerranée qui nous ont dit mais on peut peut-être vous obtenir une assistance européenne. Et nous avons été informés la semaine dernière de ce que l'Union européenne avait délégué une représentante qui s'appelle Mme Maïtena Pollemans, dont nous avons pu vérifier qu'elle est d'origine basque, donc elle doit être sensible au problème. Et donc cette dame va venir à la fin du mois d'août rencontrer les divers intervenants, je suppose qu'elle te rencontrera, qu'elle nous rencontrera, et également côté Catalogne Sud, pour analyser la situation. Et donc, nous, qu'est-ce que nous allons leur dire? Ce qu'on dit depuis toujours, que l'arrêté est illégal, qu'il excède la compétence du préfet, mais surtout qu'il ne sert strictement à rien. Parce que empêcher les gens de passer par le col de Banyuls, moi je toujours douté que les deux motifs qui sont évoqués dans l'arrêté, c'est le terrorisme et l'immigration clandestine. Vous imaginez bien que les terroristes, c'est pas trois cailloux au milieu de la route qui vont leur poser problème, d'autant plus qu'on sait tous qu'avec une moto, on est toujours passé à côté. Mais bon. Quant à l'immigration clandestine, le fait qu'à Cerbère il n'y ait même pas de contrôle renforce l'idée que ça ne sert à rien non plus, d'autant plus que je doute fort qu'il y ait beaucoup d'immigrés clandestins qui passent par là, alors qu'ils savent très bien qu'ils peuvent passer en voiture ou en train par la frontière à Cerbère. Donc c'est ce qu'on va essayer de dire à Mme Pollemans pour voir si, du côté de l'Union européenne, on se sensibilise à cette situation, au-delà du strict aspect juridique, parce que je vous le répète, les articles 25 et 27 prévoient que ce sont des mesures exceptionnelles en cas de situation grave, ça reste à démontrer, et surtout qu'elles doivent être limitées dans un délai de 6 mois, renouvelable une fois. Bon, là on est à 3 ans. Donc je vois difficilement comment l'Union européenne peut accepter le maintien de cette situation. Il n'en demeure pas moins que nous sommes bien obligés d'envisager l'hypothèse pessimiste, de dire, bon, et si ça reste, et si le nouveau préfet en arrivant dit c'est comme ça et pas autrement, remettez les cailloux, il faut que nous restions, parmi nous, il y a eu des opinions divergentes, certains disent non, c'est plus la peine, il faut s'arrêter. Je pense que non. Je pense que non, parce que si on s'arrête, d'une part, on donnera un signe de désengagement de la part de la population, et d'autre part qu'on perdra un moyen de pression sur les autorités publiques. Et donc si on maintient l'association et si on maintient son action, il y a deux types de choses qui doivent être envisagées. Le premier, c'est la poursuite d'actions judiciaires, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va au tribunal administratif, mais ça ira peut-être à la Cour administrative d'appel de Toulouse, peut-être même au Conseil d'État, peut-être même à la Cour de justice européenne. Ça fait beaucoup d'étapes, beaucoup de temps, et il faut qu'on le prévoie. Et puis deuxièmement, si la situation se durcissait, nous serons amenés à réenvisager des actions, toujours dans un cadre strictement légal, toujours dans un cadre strictement pacifique, mais des actions. Aujourd'hui, je le dis clairement, nous ne l'avons pas envisagé pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des mesures de sécurité incendie qui font que je ne nous vois pas prendre la responsabilité de convoquer des gens au col de Banyuls dans la situation actuelle de risque d'incendie. La deuxième aussi, c'est que, je ne le dis pas mais je le dis, nous ne voulons pas placer le préfet dans une situation impossible. Si demain on publie dans le journal c'est un scandale en première page et qu'on réactive ça, on va contraindre le préfet à réagir. Or, jusqu'à maintenant, il a volontairement fait profil bas, et nous aussi, et nous avons laissé les choses en l'état en sachant que l'objectif qui était de permettre à la population de passer est un objectif atteint depuis maintenant plusieurs mois. C'est pour ça que nous sommes un peu entre deux eaux et que, si vous me permettez l'expression, on ne ramène pas notre fraise là-dessus, on ne dit pas c'est nous qui avons
On ne sait pas qui a permis l'ouverture, sûrement la Tramontane. Ce qu'on sait, c'est qu'on passe, mais que nous demeurons vigilants et mobilisés. Alors c'est la raison pour laquelle, et avant de donner la parole à Jacques Solane pour le budget prévisionnel, nous avons proposé une campagne de réadhésion pour la nouvelle année, et que, sur la suggestion de certains membres du conseil d'administration, nous avons dit il nous reste de l'argent en trésorerie, nous n'avons peut-être pas immédiatement besoin de cet argent, même si on peut voir qu'on peut avoir besoin, donc on vous propose 3 niveaux de cotisation. Les gens qui, à titre purement symbolique, ne voudraient cotiser que pour 1 euro, les gens qui exprimeraient leur solidarité, qui pourraient cotiser pour 5 euros, et les gens qui exprimeraient leur soutien à notre action, qui pourraient cotiser pour 10 euros, voire plus. Si vous voulez verser 1000 euros, ce n'est pas interdit, on les accueillera. Je voudrais vous dire à cet égard, parce que ça a été aussi une interrogation, que si la situation venait à s'améliorer et que le col serait ouvert, je rassure notre président d'honneur, nous n'allons pas engager d'autres actions qui aient un caractère politique. Chacun d'entre nous pense ce qu'il veut de la situation, et pour ma part, je n'ai jamais caché où allaient mes sympathies sur le plan politique vis-à-vis de la Catalogne Sud, mais dans le conseil d'administration, plusieurs d'entre nous ne sont pas du même avis. Donc, si on doit décider de clôturer l'association, nous allons faire ce que font toutes les associations, c'est-à-dire que nous allons vous proposer d'affecter le boni, l'argent qui reste, à des une ou plusieurs associations, qui seront des associations d'intérêt général, dont nous discuterons du choix et nous vous proposerons d'affecter à une ou à plusieurs associations, ce qui se fait dans toutes les associations. Le don que vous avez vu dans les comptes, de 300 et quelques euros je crois, provient d'une association dont certains de nos membres, Paul André, étaient membres, et qui ont dit, bon ben voilà, nous nous affectons à votre association. Donc on fera de même, rassurez-vous. Depuis que nous fonctionnons, je crois même que nous ne sommes jamais payés d'apéritif sur le compte de l'association. Nous avons consacré toute notre activité à titre absolument gracieux. Et donc, nous vous proposons un budget prévisionnel que je soumettrai à votre approbation dans le cas où nous devions continuer notre action. Jacques, si tu veux présenter. Ah oui, oui, dans ce cas, il faudra faire une assemblée extraordinaire, bien sûr. Donc, Jacques, le budget prévisionnel. Merci. Donc notre action continue. C'est pas demain qu'on va arrêter la société, l'association. Donc budget prévisionnel. Alors comme il fait chaud, on ne va pas vous le présenter sous forme de camembert. Et donc ce budget prévisionnel, c'est cet outil de gestion. On connaît, qui est pour planifier les projets qui viennent d'être soulevés par le président. Sont basés donc sur des estimations, c'est une projection, vous le voyez, on le projette, donc il y a 7 chiffres. Le solde a aujourd'hui de 8100 euros, un peu plus, voilà, donc on est parti là-dessus. On part sur, donc, comme a dit notre président, sur les dépenses qu'on peut avoir, donc là on a mis en hypothèse pessimiste, des frais d'avocat pour la Cour d'appel de Toulouse. Si on veut aller plus loin, comme il est expliqué, on pense là aussi ça sera plus peut-être que 5 000 euros. Donc on est de 5 000 plus 5 000, ça fait 10 000 euros. Ce sont 2 postes importants. Une fois de plus, là ce sont une hypothèse pessimiste. Après les frais d'huissier, 1 000 euros. Des événements, donc là on s'est basé sur ce qu'on a eu sur cet exercice-là. On pense que peut-être on aura 3 000 euros d'événements, de frais d'événements. Et l'administratif, 600. Bon. Et de l'autre côté, donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a 8100. Et une façon, là aussi, pessimiste un peu, ou optimiste, on ne sait pas, entre les deux. On a pris 50% de ce qu'on a fait l'an dernier concernant les adhésions pour cette année, 6 500 euros. Et alors, la magie des chiffres, c'est équilibré. Voilà. Donc, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y aura pas de boni à distribuer, on ne demandera pas plus d'argent à nos adhérents. Voilà, merci, c'est tout. Si vous avez des questions concernant les comptes. Est-ce qu'il y a des questions sur les chiffres? Et alors, je précise à toute fin que si certains d'entre vous souhaitaient vérifier les postes de dépenses, on a évidemment toutes les factures de tous les postes de dépenses qui ont été effectués. Donc,
voilà ce que nous vous proposons aujourd'hui. 1. Continuer l'association pour pouvoir continuer l'action juridique. Deuxièmement, envisager éventuellement des actions si la situation venait à se durcir. Et surtout attendre quelle va être la position des pouvoirs publics, du nouveau préfet, et peut-être la réaction de l'Union européenne à travers la visite. Bien entendu, on fera une lettre d'information. Quand j'aurai vu cette Madame Polmans et que je saurai à peu près vers quoi nous allons, je vous ferai tenir une lettre d'information par les canaux habituels. Voilà. Alors, nous avons beaucoup parlé. Rassurez-vous, il est prévu un petit coup à voir à la fin, mais peut-être y a-t-il des questions, des suggestions, des observations. Donc, le micro est à vous. Oui. Alors, pardon, quelqu'un. Alors, Hervé Germain et Hervé. Hervé, je te donnerai la moi j'ai deux questions au sujet du budget provisionnel. Je vois qu'on a dépensé sur les presque 7 mois d'action l'année dernière à peu près 6 000 € et qu'il me reste une réserve et que le budget prévisionnel, là on dépenserait tout et il n'y aurait plus de réserve. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un petit pourcentage dans ce budget provisionnel qui serait une réserve au cas où, c'est-à-dire que là, il resterait plus rien du tout. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez juste un peu étayer ou expliquer les frais administratifs, c'est-à-dire l'avocat, l'huissier, il semble qu'ils soient plus élevés que ce qu'on a eu l'année dernière. Alors, est-ce qu'il y a un changement dans la procédure qui fait que c'est plus élevé? Alors, sur la première question, pourquoi il n'y a pas de part réservée? C'est très simple, c'est un budget prévisionnel, c'est-à-dire que ces chiffres qui sont là sont des chiffres sur lesquels nous avons travaillé théoriquement, et ce n'est que de la prévision. Donc on ne va pas faire de la réserve sur de la prévision. Le simple fait que ce soit prévisionnel, c'est déjà une réserve. En ce qui concerne les frais d'huissier et d'avocat, je vais vous dire, c'est très simple. Mon ancien métier était d'être avocat. Si vous connaissez sur la place de Perpignan ou de Toulouse ou d'ailleurs un avocat qui accepte de faire un recours pour excès de pouvoir pour 1 000 €, indiquez-moi son nom tout de suite parce que Maître Bonnet nous a fait un tarif. Si nous devons aller à la cour administrative d'appel, si vous pensez qu'à moins de 2 000 €, nous trouverons quelqu'un pour le faire, et quand je dis moins de 2 000 €, c'est parce que je mets un peu mon relationnel dans la balance et j'essaye de trouver des avocats qui puissent suivre. Et si nous allons au Conseil d'État, là je n'ai même pas de relationnel. Au Conseil d'État, c'est 5 000 € pour commencer à ouvrir le dossier et 10 000 € pour le suivi de la procédure au minimum. Alors bon, on peut toujours tout discuter, on peut même envisager de ne pas suivre les procédures, je vais dire qu'on ne le fait pas. Mais sincèrement, je vois difficilement comment on pourrait faire pour moins cher. Pardon, je vous entends pas. La différence avec l'an dernier. L'année dernière, nous n'étions que sur le stade de la première instance, c'est-à-dire le tribunal administratif, et comme nous sommes sur un budget prévisionnel et que nous sommes bien obligés de prévoir les instances, si ça ne se réalise pas, après, ça ne se réalise pas, mais nous sommes obligés de prévoir les instances supérieures, c'est pour ça que nous prévoyons plus. J'ajoute que l'année dernière, nous n'avions tout simplement pas présenté le budget prévisionnel parce que quand l'Assemblée s'est constituée au mois de juillet 2022, on ne savait pas du tout comment les choses allaient fonctionner. C'est le premier budget prévisionnel sur lequel vous allez être amené à vous prononcer. Maître Gérard. Oui, merci bien. Pas de questions fiscales que je ne saurais pas répondre. Je ne peux pas appeler maître, alors c'est pas le cas de faire la même chose pour moi. Non, je voulais simplement rappeler qu'il y a un précédent dans le département. Et peut-être aux parlementaires, enfin aux députés européens qui vont venir, il faut leur dire qu'on a déjà quelque chose qui s'est passé qui ressemble beaucoup à ça. En 2009, jusqu'en 2009, vous vous souvenez qu'à la frontière de Pertus, en haut de la frontière, là, on est Pertus avant de descendre sur la frontière, il y avait la police qui bloquait, qui faisait des vérifications, qui retardait la circulation. Et donc, tu te souviens peut-être que j'avais fait venir le parlementaire, enfin le directeur honoraire du Conseil de l'Union européenne. Je l'avais invité à Figueras, qui était pour la frontière bloquée, et il était furieux de voir ça, et quelques jours après, il a demandé qu'on débloque la frontière, c'est pour ça qu'on est descendu au Pertus, avec des trucs, on a débloqué la frontière. Et le préfet de l'âge m'avait dit, mais c'est de la folie, parce que
l'Union européenne m'a condamné à 100 000 euros par jour d'astreinte. Voilà, c'est quand même très lourd. Alors, comme ça s'est déjà passé, certes, à des conditions un peu différentes, mais la police qui était là-haut disait on contrôle les gens pour la sécurité de toutes les personnes qui pouvaient venir pour attentats et autres. Et pourtant, on a fait quand même développer la frontière. Donc, leur dire quand même que ça s'est déjà passé et que ce qu'on demande, c'est pas aussi extraordinaire que ça. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Le seul regret, c'est que ce monsieur ait pris la retraite et qu'on ne puisse pas lui téléphoner. Je suppose que dans les instances européennes, il y a encore la trace de ça, puisque la préfecture de Perpignan vient de sortir 100 000 euros par jour. Quand même, ils ont mis ça. Je pense que la visite de Mme Polmans va probablement déclencher quelque chose de ce genre-là. Parce qu'on est en pleine illégalité, au regard des accords de Schengen, c'est pour moi une évidence. D'autres questions? Bonjour, merci. J'aimerais avoir une précision sur l'origine exacte du prétexte pour la fermeture du col du Banyuls qui a coïncidé avec le Covid. Est-ce qu'au départ, ce n'était pas une histoire sanitaire? Voilà. Alors la réponse clairement est non. Il y a eu beaucoup d'ambiguïté dans la presse à ce sujet, mais les motifs de l'arrêté préfectoral, je l'ai ici si vous voulez, on pourra le regarder ensemble, les motifs de l'arrêté préfectoral, ils sont au nombre de deux, c'est la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration clandestine. Clairement, il n'est pas question de Covid à ce stade-là. Mais c'est vrai que la presse avait un peu mélangé, laissé penser que, mais il n'a jamais été question de Covid. Parce que le Covid c'était 2020 et l'arrêté de 2021. Et puis ceci dit, très franchement, au col de Banyuls, il ne passe pas des masses de gens, donc le Covid, s'il doit passer, à mon avis, il passera par d'autres voies que par le col de Banyuls. Mais bon, encore une fois, c'est les motifs, il n'y en a que deux, et c'est terrorisme et immigration clandestine. D'autres questions? Oui, c'est Pedro, non, tu veux chanter quelque chose? C'est juste une pierre dans ton jardin, c'est que moi tu dis qu'il n'y a aucun, vous avez eu un décret, enfin une déclaration qu'il n'y a aucune surveillance à la frontière. Oui, Costa Lucía, voilà. Et il y en a en tout cas eu une, mais il ne faudra pas le dire, et c'est tombé sur moi. Et je sais, hein? Non, c'était des gendarmes. Alors je venais d'accompagner un ami espagnol de Séville à la gare de Corpus parce qu'il y avait une grève de train ici. Et quand à la gare, il y a un jeune noir très beau d'ailleurs qui me dit la France c'est vers là ou vers là? Alors je lui dis écoute, j'y vais, moi, je l'emmène. Donc, je suis passé avec cet homme et j'ai été arrêté. Et le grand capitaine, ils étaient géniaux, les gendarmes. Je lui ai dit, et moi je venais d'accompagner un ami à la gare, et j'ai pris celui-là maintenant, et il a eu peur que je sois un passeur, je ne sais pas quoi. Il m'a regardé, combien il 40 minutes, je crois. 40 minutes. Il appelait partout pour savoir qui j'étais, ce que c'était, Et moi, ils ont tous été formidables. C'est juste pour qu'on finisse sur une note. Les jeunes, j'entendais derrière moi des gendarmes qui disaient aux Noirs, ils me disaient « Mais t'as pas de copine ici qui pourrait t'aider ?» Ils étaient vraiment sympas. Et moi, j'étais le pire de tous. Je téléphonais un matin en disant « Il faut du zèle, c'est scandaleux, enfin, j'ai râlé, quoi. » Et à la fin, et j'ai même dit, on se croirait à la frontière à l'époque de Franco. Et il a toujours réagi très gentiment, comme ça. Et puis à la fin, il m'a rendu mes papiers en disant bon, d'accord, vous êtes un monsieur bien, et il n'y a rien contre vous. Simplement, il m'a dit que c'était pas permis, on ne pouvait pas faire passer. Je le dis pour ceux qui auraient été dans ce cas-là, il faut lâcher la personne un peu avant et qu'il passe à pied. Par le code même, c'est ce que font tous les passeurs. Mais tu sais que tu as quand même eu de la chance parce que c'est un délit quand même. C'est aide directe en irrégulière. De mémoire, c'est 5 ans de prison et 150 000 euros d'amende. C'est vrai. Donc ne vous y amusez pas parce que.
Bon, mais ça, des anecdotes de ce genre-là, j'en connais quelques-unes. Bon, merci pour cette intervention. Je voudrais, parce que je ne l'ai pas fait, saluer la présence de Maïté Sanchez, ancienne députée européenne, qui de temps en temps me donne un coup de main pour comprendre à l'Europe à qui il faut appeler et qui il ne faut pas appeler. Mais le contact qu'avait le bâtonnier Germain était un contact à un très haut niveau. Malheureusement, nous ne l'avons plus. C'est les conséquences du vieillissement. Oui. Question. Est-ce qu'on pourrait imaginer juste une présence de l'association par une publication, je ne sais pas quoi, au mémorial de Rivesaltes, qui serait pour moi un endroit assez important, vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées par le col. C'est un travail sur la mémoire, sur la liberté de passage, etc. Et je trouve de façon discrète, mais au moins il y a plein de publications qui sont présentes sur le comptoir du mémorial de Rivesaltes, mais juste pour dire que cette association existe et pourquoi elle se bat. Pourquoi pas? Il faut que Madeleine va te répondre, mais bon, on va en discuter comme on le fait toujours au conseil d'administration. On peut tout à fait suggérer à la directrice poser la question. Si elle a une idée si elle a une salle au fond qui est censée représenter l'actualité, et il y a une possibilité de place. Mais je m'en chargerai, si vous voulez. Tant qu'il n'y a pas une réponse juridique, je pense que oui, ça peut être considéré comme publicité. Moi, je considère que ce n'est pas, excusez-moi, tant qu'on n'a plus là-dessus. Tant qu'on n'a pas terminé justement en juridique, et qu'on n'a pas le résultat du tribunal, il vaut mieux pas se lancer dans ce genre de choses parce que ça pourrait considérer. Je ne pense pas que vous avez dit ça. Il faut d'abord que ce soit terminé au point de vue juridique pour ne pas risquer un blocage de ce genre. Je pense que c'est pas. Il vaut mieux pas. C'est pas. Bon. Ça mérite à tout le monde d'être examiné. Bon, alors vous n'avez pas fini de travailler quand même. Avant d'aller voir l'apéritif, est-ce que vous approuvez le prévisionnel que vous a présenté Jacques Solin? Donc, y a-t-il des voix contre? Pardon, je voulais prendre la parole. Ah, très bien, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des voix contre? Non, enfin, est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, donc approbation du prévisionnel à la majorité. Vous avez bien transpiré, vous avez été bien sage, donc vous allez profiter de l'apéritif que nous ont préparé Véronique et Isabelle là-bas. Donc je vous donne rendez-vous au bar, et si vous voulez que sur des points particuliers on profite du moment pour en discuter, je suis à votre disposition, enfin, nous sommes tous à votre disposition. En tout cas, merci d'être venus, et en espérant que nous pourrons